Une Gabonaise âgée d'une cinquantaine d'années l'a fait avec un même père et tenez-vous bien, le premier de sa vie. Je vous parle de Madame Catherine Koumba Eman. Elle est mère de 19 enfants, mère célibataire. Elle aurait pu en avoir 22, mais 3 sont décédés. Et Madame Catherine Koumba Eman nous dira au cours de cette émission comment elle a réussi à élever tous ses enfants sans véritable source de revenus. Notre deuxième invitée est connue pour son implication active dans des questions nationales et internationales de défense et de promotion des droits des femmes et des questions sociales. Madame Micheline Georgina Koumba est experte genre et protection de l'enfance. Avec nous aussi, la voix autorisée du ministère des Affaires sociales et de l'Inclusion, M. Serge Anissé Moulungui, est actuellement directeur de l'actualité sociale et du développement social à la Direction générale des affaires sociales. Et voilà pour l'entame. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Alors nous sommes déjà installés, mes invités et moi. J'ai Madame Micheline Georgina. Nous avons Madame Catherine Koumba Eman, qui est dans notre cas d'école aujourd'hui, et Monsieur Serge Anissé Moulungui. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Au Féminin. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Vous avez un trait en commun. C'est la première fois que vous venez tous sur ce plateau. Alors, il est de coutume, quand vous venez comme ça, bien évidemment, je présente souvent les gens en début d'émission, mais on est toujours mieux servi que par soi. Alors, je vais commencer par notre cas d'école aujourd'hui, Catherine Koumba Eman. Qui est cette femme que beaucoup vont découvrir au travers de cette émission et que nous aussi, on connaît déjà un tout petit peu. Sur le plan personnel, je sais que vous n'avez pas pu faire les écoles à cause des enfants très fertiles et également sur le plan professionnel, vous avez un métier particulier. Mais je vous laisse nous raconter vos histoires. Je m'appelle Eman Koumba Catherine. J'ai commencé à faire les enfants très jeunes, j'avais 14 ans. Et comme ça, j'ai resté avec ma grand-mère. La grossesse est rentrée, je voulais avorter. La grand-mère me dit que jamais, tu ne peux pas avorter ma fille. Les enfants sont importants. J'ai gardé cette grossesse. J'ai fait mon premier fils en 83. Maintenant, je suis restée là. J'ai encore pris notre grossesse. C'est rentré comme ça. Je voulais toujours cacher à ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, ma fille, il ne faut pas me prendre. Je te vois, tu es enceinte. J'ai commencé à tomber malade. Comme ça, j'ai pris l'autre, la deuxième fille. La deuxième fille, ensuite, j'ai pris l'autre. C'est-à-dire, je ne faisais pas la vie. Donc, c'est comme ça que ma grand-mère a dit non, ce que je fais là, je te laisse avec ça pour aider d'autres femmes. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle traitait les femmes qui n'enfantaient pas et elle me mettait toujours à côté. Dès que les malades viennent comme ça, elle me dit, tu restes là, tu manges, il faut les aider à manger. Dès que je prends ça, dès que je pars comme ça, la grossesse est déjà là. Est-ce que vous n'étiez pas un cobaye pour elle? C'est-à-dire qu'elle testait ces choses sur toi pour voir si ça marche? Je ne sais pas. Donc c'est comme ça, à chaque fois, je prenais des grossesses comme ça jusqu'à arriver. Je me suis rendu compte quand j'avais déjà 8. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? La grand-mère me dit, non, tu fais quoi? Tu vas faire plus que ça. Ce qui est resté dans mon ventre là, c'est toi qui vas le faire encore. J'ai dit, oh, la grand-mère, toi aussi, regarde, pour une métisse, je ne sors pas, je suis que là avec toi. Il me dit, tu sais pourquoi je veux que tu restes là avec moi? C'est pour que tu prends l'héritage là. Parce que demain, tu vas faire tes enfants s'ils ont des problèmes, ou tes soeurs, ou tes frères, tu fais comment? Comme ça que j'ai hérité ça jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'ai fait le nombre d'enfants que j'ai fait. Les nombres d'enfants, on en saura davantage parce que tout à l'heure, on va vous consacrer du temps pour que vous nous racontiez cette histoire de 19 enfants qui auraient pu être 22, mais parce que 3 sont décédés. Et je me tourne vers Micheline Georgina Otunga.
Merci Madame Dira. Alors, Micheline Georgina Otunga, je suis fonctionnaire de l'État gabonais dans le corps des administrateurs économiques et financiers. Après avoir fait plusieurs administrations publiques, je me suis retrouvée en 2009 au ministère en charge des questions de famille et des affaires sociales. Et là, j'ai été orientée sur le droit social, ce qui m'a amenée à me spécialiser dans le domaine de la protection de l'enfance, dans les questions de genre, dans les questions d'autonomisation de la femme, parce que la direction générale dont j'avais la charge était une direction spécialisée en protection des droits de l'être humain en général. Donc c'est la direction générale de la famille. Pour quelqu'un qui sortait d'un ministère technique comme moi, il fallait vraiment que je sois imprégnée de l'action sociale. Et donc je me suis outillée sur le plan académique, sur le plan de formation professionnelle, de manière à mieux connaître le droit social, à connaître les questions de famille, de femmes, d'enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes vulnérables en général. À côté de l'administration, j'œuvre également avec les organisations de la société civile pour pouvoir toujours aider les personnes vulnérables et vulgariser les droits des femmes, mener le combat pour que les droits des femmes soient valablement reconnus dans notre pays. Les distinctions, vous en avez, hein? En termes de distinction, vous avez reçu les médailles d'officier dans l'ordre de l'Étoile équatoriale. Je vous laisse poursuivre. Les médailles dans l'ordre de l'Étoile équatoriale, la médaille du mérite gabonais, le prix de la défense nationale, le premier prix de l'administration gabonaise que j'ai eu grâce au projet des jeunes filles mères que nous avions mené à la direction générale de la famille. Et j'en passe, hein. C'était tellement beau que le travail que nous faisions en faveur des personnes économiquement faibles, des personnes vulnérables, des personnes démunies, nous ont emmenés vraiment à essayer de nous perfectionner. La perfection n'est pas de ce monde, à nous perfectionner sur le domaine de la protection sociale. J'ai trouvé ça un peu, non, je ne veux pas dire marrant, parce que vous parlez de vous dites mon dernier poste. Est-ce à dire que vous êtes déjà retraité ou vous dites... Non, je ne suis pas déjà retraitée. C'est tout simplement... au département santé, affaires sociales, famille et genre, à la tout récemment à la primature. À la primature, mais avec la nouvelle reconfiguration du gouvernement, la primature n'existant plus, et nous avons eu le vice-président en charge du gouvernement. Nous avons donc été remis à la disposition de la fonction publique. Oui. L'administration publique. Les configurations, ne sont plus les mêmes. Ça ne veut pas dire que c'était pas mon dernier poste d'affectation. On ne sait jamais ce qui peut arriver d'ici là, mais pour l'instant, je me consacre au social, à la protection sociale. De toute façon, nous sommes gâtés de vous avoir aujourd'hui parce que je parlais de voix autorisée, mais c'est vraiment l'une des voix qui, depuis des années, milite pour la cause, on va dire simplement, de la famille, parce que tout est inclus. Alors, les mêmes questions sont posées à M. Serge Anissé Moulungi, le directeur des affaires sociales. Directeur de l'action sociale et développement social. Mais encore, cette tête cachée derrière ce titre de directeur. Qui Merci est-il? Madame Dira. Derrière cette face cachée, il y a Serge Anissé Moulungi qui a fait ses études au Gabon, qui a flirté avec la philosophie et qui a été touché par les sciences d'éducation, et lesquelles m'ont permis de pouvoir poursuivre mes études en éducation spécialisée avant de m'envoler pour Tunis, là où j'ai pu obtenir un Master 2 en art visuel et culture de l'enfant. Au sortir de là, j'ai été, je ne sais pas si c'est possible au fait de le dire, j'étais aux affaires étrangères, où j'ai occupé des postes de... Non, mais c'est votre cursus professionnel, chargé d'études, votre parcours. Voilà, auprès de ministres délégués des affaires étrangères. Et au sortir de là-bas, je me suis retrouvé dans mon ministère d'origine. Et en ce moment, j'occupe ce poste dans Feita, qui est le poste de directeur de l'action sociale et développement. Bien avant, j'ai occupé également le poste du service de l'assistance spécialisée. Voilà, ce service qui a mainmise en fait sur toutes
sur tous les services spécialisés, que ce soit en milieu scolaire, en milieu hospitalier ou dans les institutions assimilées. Je vous sens fermé sur le plan familial. C'est un couloir interdit. Merci. Non, non, pas interdit. Je pense que j'y arrive. Alors, je suis père d'une nombreuse famille. Je suis marié. Et voilà. Père d'une nombreuse famille, c'est dans le sens africain, j'imagine. Sens africain, tout à fait. Parce que souvent, pour être précis, j'en ai 6. D'accord. Voilà, 6 enfants. Voilà, j'y suis parvenue. Donc voilà, ça c'était le premier tour de table qui vous permet de vous dévoiler aux téléspectateurs qui parfois vous voient sans vraiment vous connaître ou, on ne va pas dire maîtriser, mais votre parcours, votre biographie, elle était brève et on l'a faite. Alors, on va marquer une pause. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Energy Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Cérémonie de clôture et finale. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Energy Maroc 2025. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours est au féminin. Et pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, le thème choisi, c'est nous avons une maman de 19 enfants et on se demande comment elle a fait pour s'en sortir. Et cette maman est juste assise à côté de moi, Catherine Kumba-Eman. Oui. Vous êtes également grand-mère de 12 enfants. Et si vous nous racontiez votre histoire? J'ai fait les enfants très jeunes. J'ai commencé à faire mes enfants très jeunes. Je me battais à les élever. Le premier à 42 ans, l'autre à 40 ans. Et les autres, je les ai faits dans la jeunesse, dans l'amour. Je ne savais rien. Donc, j'ai essayé de... Avec le premier homme de votre vie? Oui, j'ai essayé de les garder jusqu'à quand Dieu a fait grâce. Ils sont allés à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont grands, des grandes filles, des grands hommes. Oui, eux-mêmes commencent à se débrouiller et m'aident aussi. Alors, 19 enfants, parce que c'est ça qui intrigue. Je ne sais pas si tout le monde savait qu'au Gabon, nous avons une femme en bonne santé, en forme, qui a eu à donner vie à 22 enfants, dont 3 nous ont quittés. Vous avez commencé à les faire à l'âge de 14 ans. Et comment s'en sont suivis les autres? C'était quoi chaque année? Chaque année, 1 an. J'ai même 2 là. Tu peux dire qu'ils sont nés le même jour. Parce que c'est 1 an, 1 an. Il y a eu des grossesses jumellaires, voilà. Mais les 2 là aussi, je les ai quand même trop fait d'espace, même pas d'espace. J'allaitais, j'étais déjà enceinte. Donc l'enfant commençait à tomber malade. J'étais là, je me plaignais. J'ai dit, la grand-mère, regarde, je donne l'enfant au sein, mais l'enfant vomit. Elle s'élève, elle rit, elle me dit, donne l'enfant. Je donne l'enfant, elle touche, me dit, ma mère. Mais maman, toi aussi, tu as fait comment? Tu as encore fait quelque chose avec mon père? J'ai dit oui. Mais l'enfant tombe malade. Elle est allée chercher les médicaments. Elle a fait une cuvette de l'enfant. L'enfant s'est lavé et s'est passé. Comme ça, jusqu'à... On est resté. L'enfant a marché maintenant. J'ai encore pris une autre grossesse. Ensuite de suite, 1 an comme ça. Et j'ai ramassé toutes les grossesses, ni les fièvres, jamais. J'étais toujours en forme. Toujours, je préparais, je faisais tout à la maison. Je m'occupais de ma grand-mère et ma mère. Alors, vous parlez beaucoup de votre grand-mère. Oui. On comprend aisément que c'est elle qui m'a élevée. Où étaient vos parents? Ma maman faisait sa vie. Hein. Elle était en mariage. On m'a remis ma grand-mère. Vous êtes un enfant né hors mariage? Oui. Et à qui, qu'on a confié à sa grand-mère. Voilà. Et qui vous a élevé depuis quel âge? J'avais 9 mois. Elle m'a pris chez ma mère, j'avais 9 mois. Maman faisait la vie. Oui. Elle vit toujours, votre mère? Ma maman, oui, elle vit. Et quelle relation avez-vous avec elle? Je m'occupe très bien de ma mère, mais dommage, elle a aveugle le diabète.
Oui, je m'occupe d'elle. Oui, c'est comme ça. Alors, la relation que vous aviez avec votre grand-mère, vous tombez enceinte à l'âge de 14 ans. Oui. Quelle a été sa réaction? Elle ne s'est pas fâchée. Elle m'a dit que oui, c'est normal, tu es déjà une femme, tu as pris la grossesse. Mais elle était fâchée parce qu'il n'avait pas vu la personne d'abord, parce que je cachais, j'avais honte. Après, quand l'histoire des PMI, ceci, commencé, je suis partie appeler, j'ai dit, ma grand-mère veut te voir. Comme ça qu'il est venu, il a dit non, je vais tout faire, maman. Il s'est occupé, il a pris soin des enfants. Voilà. Et il avait quel âge? Vous aviez 14 ans. Oui. Et lui, quel âge? Il avait 20 ans. Hein. Lui, il avait 20 ans. Parce qu'il était quand même plus âgé que moi, si je me rappelle bien. Et ma grand-mère m'a parlé que, tu vois, tu as commencé à faire les enfants. Une femme doit rester posée. Il faut élever maintenant les enfants. Tu donnes l'éducation à tes enfants. Même si tu n'as rien, il ne faut pas aller cogner chez quelqu'un. Toi-même, tu dois te débrouiller. Je me suis débrouillée jusqu'à aujourd'hui. En quoi faisant? Avec les feuilles que ma grand-mère m'a laissées. D'abord, nous raconter, parce que quelque part, elle vous a initié. Oui. Votre grand-mère soignait avec des bois. feuilles, voilà. Oui, des Et bois. elle vous a initié à faire quoi? À soigner les femmes qui n'enfantent pas. Voilà. Quand une femme arrive, ma grand-mère assise, elle me dit, bon, je ne touche pas ça aujourd'hui, c'est toi qui touches. Elle me montre ça et ça, on fait comme ça et ça, on fait comme ça. Moi-même, je monte, je mets au feu, je fais tout. La femme assise, je commence à manger. Après, quand je finis de manger la première, le tout, après, je donne la femme. Elle mange jusqu'à... Quand la femme aussi arrive, elle dit, maman, je crois que j'ai le retard. Dit à la grand-mère. La grand-mère dit, ma grand-mère me demande que toi, tu as réglé le mois là. Je dis non. Après, elle me dit, maman, tu es enceinte encore. C'est comme ça que je les ai élevés. Quand elle est décédée, vraiment non. Je n'étais plus tranquille. Mais vraiment, je ne peux m'empêcher de vous demander, certes, vous avez eu des enfants très jeunes, vous y alliez sans protection. Est-ce que vous avez eu vent quand même des dispositions qui étaient mises en place pour les jeunes filles? Quand vous y allez, il était quand même plus âgé que vous. Vous connaissiez, vous, les méthodes de protection? Et votre grand-mère ne pouvait-elle pas vous donner aussi quelque chose pour éviter que vous tombiez enceinte à chaque fois? Non, ça là, elle avait dit, elle ne connaît pas. On ne l'a pas montré ça. Et c'est bizarre, quand j'ai dit non, ne m'embête pas, c'est quand je laisse une semaine, quand il vient me toucher là, je ne connaissais pas le cycle là, je ne connais pas ça. Vous ne connaissez pas calculer votre cycle? Jamais, je ne connaissais pas. Donc, et puis mes copines étaient là, oh regarde, il faut avorter, il faut avorter. Catherine, il faut avorter. J'ai dit non. Ma grand-mère me dit, si tu avortes, tu vas mourir. Il ne faut jamais avorter. Tu vois comme les autres cherchent, et toi tu fais, tu as déjà une famille. C'est comme ça que je les ai élevés dans la misère. Et je donne grâce à Dieu, jamais qu'ils sont tombés malades, hospitalisation, tout ça. Non, moi-même, toujours avec les bouteilles. Ils boivent, ils sont tranquilles à la maison. Quand vous dites dans la misère, ça veut dire quoi? Vous habitez chez votre grand-mère? J'étais avec ma grand-mère. J'étais avec ma grand-mère. Parce que quand j'étais avec lui, ses parents ne voulaient pas, oh non, machin, il faut aller chercher quelqu'un qui a fait des études. Ma grand-mère a dit non, tu viens rester avec moi. S'il a besoin de toi, il vient. C'est comme ça que ma grand-mère, je vivais avec elle dans la chambre. Moi, j'avais ma chambre, la grand-mère avait sa chambre. Et il venait vous retrouver dans votre chambre, chez votre grand-mère? Oui, il amenait la popote, il amenait tout pour les enfants. Les débuts, on était bien. Il s'en est occupé? Il s'est occupé très bien. Les débuts, bien. Mais c'est les derniers en 2009, voilà, qu'il est parti. Est-ce qu'il travaillait, lui? Oui, il faisait le bâtiment. D'accord. Oui. Alors, oui, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose, parce qu'on va continuer. Je vais faire réagir nos invités sur le plateau. Je voyais Micheline qui prenait des notes. Cette histoire, vous étiez consentante, vous avez voulu faire ces enfants, mais peut-être même dans l'ignorance. Non, c'était dans l'ignorance. Vous êtes livré en aveugle au destin qui vous entraînait. Voilà. Micheline, une réaction à ce stade des échanges? À ce stade des échanges, pas particulièrement, mais je demande quand même comment vous faisiez pour élever ces enfants toutes seules, enfin,
avec votre grand-mère, bien sûr, avec ce monsieur qui était là. Et vous n'étiez pas, vous ne vous êtes pas tourné vers l'administration publique qui pourtant prend des mesures spécialisées par rapport aux personnes vulnérables et surtout aux familles, avec des familles comme les nôtres, comme la vôtre. C'était un peu ça ma réaction parce que... Non, je ne savais pas que ça s'est passé comme ça. J'étais là toujours. Moi, le fait, c'est que j'ai pris ma grossesse, j'ai accouché, c'est tout. Et ma grand-mère m'a fait accoucher combien d'enfants à la maison? Vous avez beaucoup de chance. Oui. Elle-même, elle était sage-femme à l'époque. Voilà, donc elle m'a fait accoucher les enfants à la maison parce que j'avais déjà honte. Voilà la PMI. Parce que les gens de la PMI m'ont dit, oh, elle est encore venue, oh. La petite est encore venue. Donc j'avais maintenant honte. J'ai expliqué à la grand-mère. La grand-mère me dit, laisse. Quand j'ai eu les douleurs, elle me dit, je t'ai fait accoucher. J'ai accouché là. Et quand j'accouche, le cœur est posé. Hein. Mais à l'hôpital, je suis agitée parce que j'avais toujours peur à l'hôpital. Et avec elle, c'était tranquille. Alors, là, nous avons un homme sur ce plateau. En fait, je dirais, Madame Dira, quand on écoute notre... en fait, moi, je m'appelle la sœur Catherine. Oui. Ça sort de l'ordinaire, ce que vous dites. Généralement, on entend des femmes qui font 10 enfants, 11, 8, mais en avoir 19 au Gabon, si je ne me trompe pas, pour moi, c'est une première. Sincèrement, c'est une première. Généralement, il y a souvent, même quand on arrive à faire ce nombre-là, il y a certains, malheureusement, parfois, qui s'en aillent pour diverses causes. Mais le faire comme vous l'avez, excusez-moi un peu la tautologie, vous l'avez fait, et élever ses enfants en fait seuls, alors ça me permet un tout petit peu de soupçonner. Et là, je te titille un tout petit peu, maman Catherine. En fait, c'est comme si tu le faisais de manière volontaire. C'est vrai. Et il y avait... Bon, je soupçonne également le fait que tu n'as pas cherché à solliciter de l'aide parce que tu trouvais normal d'élever les enfants. Il y avait cette grâce divine qui était là, qui ne faisait pas en sorte que les enfants en fait, tombent malades, qui faisait pas en sorte que les enfants normalement en fait, manquent de quoi que ce soit. Ça, c'est une grâce. Mais une femme qui aurait fait la même chose, c'est pas évident qu'on arrive en fait à ce stade-là. C'est pourquoi, quand vous parlez, je suis un peu resté pour toi. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est vraiment un don des dieux. Avoir un enfant est une grâce, mais avoir 19 est un don des dieux. Et sincèrement, je pense que, et on en parlait dans les coulisses, mais vous méritez, comment dire ça, une décoration, madame. Et même ça aussi. Vous saviez qu'il y avait quand même... on m'a fait ça combien de fois? On vous a décoré? On vous a fait quoi? Il y a un monsieur qui est venu, Catherine, je vais vous amener à la présidence parce qu'on décore les femmes qui ont autant d'enfants. J'ai dit d'accord. Oh, il faut d'abord donner quoi? Il m'avait demandé 50 000, aller faire quoi. J'ai dit bon. Non, ces mesures existent, hein, Madame Koumba-Iman, maman Catherine, si on peut le dire ainsi. Ces mesures existent, des mesures de reconnaissance ou de décoration de ces femmes, de familles nombreuses, lors des occasions spéciales comme la fête des mères, comme la journée internationale ou nationale de la femme, ou même la journée de la veuve, mais ce n'est pas rémunéré. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. L'administration publique, l'administration publique est là, les différents ministères en charge de la protection sociale, en charge des questions de genre, sont là pour recenser ce genre de femmes. Donc si quelqu'un vient vous demander, moyennant une somme ou quoi que ce soit, ce n'est pas normal. Oui. Je t'ai parlé de Noël Radjumba, non? Oui. Il vous a demandé? Il m'avait demandé, ils m'ont filmé, mais apparemment, mais les enfants étaient petits. Mais oui, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais si quelqu'un, vous parliez de quelqu'un qui serait, on va parler au conditionnel, venu de la présidence, parce qu'on n'a pas la preuve que c'est le cas. Il y a des usurpateurs de titres, il y a des escrocs qui peuvent... Non, lui, c'était quand même un escroc. Voilà. Donc, comme elle vous dit, si quelqu'un se présente à vous disant « donnez-moi tant pour que… » Non. Parce qu'il y a des dispositions qui sont prises et ça me permet de demander à monsieur Serge Anissé Moulungi, au niveau du ministère des Affaires sociales, est-ce que vous avez des cas similaires
ou c'est la première fois parce que je vous ai vu, je vous ai senti estomaqué Tout à fait. de se dire mais ça c'est un phénomène et surtout elle le dit avec une telle aisance et avec fierté et amour. On sent que les enfants, même s'ils sont venus, on va dire par accident, mais elle les a chéris tous. Voilà, Au niveau du ministère des tels cas, quand on les découvre, quelles sont les dispositions qui sont prises ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, au niveau du ministère des Affaires sociales, je dis via la Direction générale des Affaires sociales, quand on a ce genre de cas, alors tout dépend du client, comme on appelle, hein, voilà, c'est notre jargon, hein, le client, donc en fait la personne qui sollicite en fait de l'aide. Alors tout part d'abord de là. Alors n'oublions pas qu'au niveau, pas seulement des affaires sociales, nous avons 3 modes qui nous permettent de rentrer en contact avec les clients. Il y a la personne qui arrive, alors sollicite, et ça normalement c'est une demande volontaire. D'accord? On sent que la personne normalement est dans des soucis et voudrait ou solliciterait de l'aide. Il peut aussi arriver normalement au fait que l'on passe par un signalement. Ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude ou ils ne connaissent pas, voilà, le voisin, signale qu'on a tel cas, par exemple, qui serait vulnérable, il faudrait peut-être l'aider. Il y a également la découverte. Il peut arriver que moi, en tant que travailleur social, je me balade un bon matin et puis je constate que quelqu'un ou un enfant en fait, est victime ou une maman est victime. Et là, c'est la découverte. Voilà, c'est la découverte. C'est une découverte. Tout à fait. Et voilà. Et quand on a respecté ces 3 modes, qu'est-ce que l'on fait par de suite? On se rapproche en fait de la personne. Comme maintenant. Je pense qu'en fait, si on serait dans une cellule d'écoute, je pense que c'est les mêmes questions qu'on aurait peut-être en fait posées. Après avoir normalement en fait écouté la personne, on fait un diagnostic des besoins. Parce que comme c'est le cas de 19 enfants, ça veut dire normalement c'est 19 individus, plus elle-même, ça fait 20 individus. Et chaque individu est unique en fait à son genre. Les problèmes normalement en fait peuvent être différents d'un individu en fait, à un autre, quand bien même, ici on parle normalement en fait de la notion de vulnérabilité. C'est ce diagnostic-là qui nous permet après de mettre en place, d'analyser et de mettre en place un plan d'action. Et dans le plan d'action, on essaie de déterminer, on essaie de définir quels sont les acteurs qui peuvent intervenir afin d'aboutir à la résolution problème de cette situation. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien évidemment, on s'appuie normalement sur les différents aides en fait, qui sont là. Constat, par exemple, son cas, et là peut-être je vais essayer normalement en fait, de m'étendre un tout petit peu. Au niveau du plan d'action, s'il faut peut-être revenir de manière pratique sur son cas. Alors là, il ne s'agit pas seulement du ministère des Affaires sociales, ou il ne s'agit pas seulement de la Direction générale des Affaires sociales. Ça interpelle également d'autres professionnels, à savoir par exemple la Direction générale de la famille. Parce que c'est quand même une famille, voilà, qui est indexée en griffe. Mais il y a également, c'est-à-dire s'il s'avère que les objectifs que nous visons, c'est peut-être à la rigueur la mener à être autonome, si elle le réclame bien sûr. Parce que ça ne sert à rien que... Pardon ? Ministère de la femme, tout à fait. Direction générale de la femme. Voilà, la femme. Alors, donc, je disais tantôt, et là aussi, il faudrait qu'elle le manifeste. Parce que nous avons eu des cas où on a pensé en fait à la place même, comment dire ça, de la personne. Et qu'on met en place en fait un projet, et à la fin, ça ne marche pas. Je ne voulais pas en fait indexer qui que ce soit, mais je pense que nous avons eu des cas comme ça où les gens sont arrivés. Mais écoutez, on a mis en place des prestations, et à la fin, normalement. Et dans l'objectif d'autonomiser en fait les personnes, bien évidemment. Et après, on se rend compte que cet argent est allé normalement fait à faire autre chose. Tout simplement parce que la personne ne s'est pas impliquée dans le projet. C'est pourquoi c'est souvent nécessaire, et tout à l'heure je disais même dans mon plaidoyer, c'est toujours nécessaire que la personne manifeste. Est-ce que la personne voudrait vraiment qu'on l'aide? Si la personne veut qu'on l'aide, en ce moment, en fait, il y a cette attraction-là qui existe, cette relation de confiance qui existe entre la personne et le technicien que je suis, et qui met en fait en place le projet d'accompagnement. Est-ce que c'est votre cas? Vous avez besoin quand vous êtes ou bien tout est parfait, vous utilisez votre don et vous vous débrouillez avec juste les jours. Mais Madame Dira, attention, voilà. oui, allez-y, c'était juste pour que on reviendra à vous, Micheline, qui termine. Allez-y. Allez-y. Donc vous comprenez un tout petit peu le soupçon, n'est-ce pas? Mon soupçon en fait se révèle. Ce n'est pas si l'État. Vous connaissez. C'est vrai, peut-être qu'auparavant, vous ne connaissiez pas fait vos droits, ou la rigueur, normalement, qu'est-ce qui vous attend comme prestation, ou tout ce que l'État peut vous donner. Mais aujourd'hui, vous avez la grâce d'être sur un plateau. Posez cette situation problème, qui va certainement en fait, attirer l'attention des uns et des autres. On vous a expliqué un peu ce qu'il faut faire, ou ce que vous attendez en fait, de l'État. Vous n'avez plus à dire si l'État veut m'aider. Ce sont vos droits, madame. D'accord? Ça, c'est l'école de la vie. Voilà. L'État
n'a peut-être pas l'obligation de vous aider, Voilà. mais l'État se doit de vous accompagner. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Au niveau du ministère des Affaires sociales, au niveau du ministère de la Femme et de la protection de l'enfance, la promotion de la femme et de la protection de l'enfance, il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises pour venir en aide, en soutien aux personnes vulnérables. Tout à fait. Quelle que soit la personne vulnérable, ça peut être une mère de famille nombreuse, ça peut être une jeune fille mère, les mères précocement devenues, les jeunes filles devenues précocement mères, ça peut être des personnes âgées, ça peut être une personne handicapée. Il y a des mesures d'accompagnement, des aides sociales qui existent en faveur de ces personnes-là. Et comme disait M. Moulungi tout à l'heure, souvent les personnes ne viennent pas vers l'administration pour demander, pour venir revendiquer ce qui leur est dû. Et même quand on va vers elles, quand l'activité est mise en place, après tout coule parce que la personne n'a pas de volonté. Et on est souvent obligé de mettre une surveillance pour que l'activité puisse venir. Parce que si on vous met en place une activité génératrice de revenus, vous êtes obligé de faire ressortir des revenus pour pouvoir vous prendre en charge avec vos enfants. Est-ce que vous savez que mères de famille nombreuses, il y en a qui ont droit à des allocations familiales tant que les enfants sont mineurs. Mais si vous n'allez pas faire enregistrer, les enfants ne sont pas identifiés, comment voulez-vous qu'on puisse vous accompagner? Vous êtes d'accord avec nous? Non. Donc, vous avez combien d'enfants mineurs? Je sais que la dernière a 16 ans. Oui, c'est la seule? La dernière, c'est tout. Et les petits-enfants. Mais ça n'empêche pas qu'on peut vous aider dans la formation professionnelle de ces enfants, dans l'accompagnement, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, cet accompagnement, il est multiforme. Tout à fait. Vos filles qui ont des enfants aujourd'hui, qui nous font des petits-enfants, il faut bien qu'on sache qu'elles existent avec leur famille également, pour qu'on puisse les prendre en charge. Que la direction générale de la famille, la direction générale de la promotion de la femme, la direction générale de la protection sociale, la direction générale des affaires sociales, puissent chacune à son niveau apporter l'aide qu'il faut pour lui permettre d'être autonome, et permettre aux enfants la scolarisation, le droit à la santé, le droit à la liberté d'expression. Il y a tellement de droits qu'il faut les connaître, il faut les vulgariser. Et comme on disait tout à l'heure en coulisses, peut-être que vous ne nous suivez pas, il faut souvent regarder nos émissions. Nous avons l'obligation de faire dans la sensibilisation des populations pour qu'elles sachent qu'il existe des mesures d'accompagnement pour le bien-être de l'être humain. Donc jusque-là, on prend tous des notes, parce qu'elle a bien dit, elle n'a pas été à l'école, et c'est sûr qu'elle avait la tête aussi dans le guidon, tellement s'occuper des enfants qu'elle n'avait pas cette possibilité d'aller vers... Tu sais, au quartier, les gens parlent n'importe quoi. Quelqu'un va te dire, tu vas aller là-bas, ils vont te donner quoi? Il n'y a rien, ils vont te donner 25 000 francs, ils vont se foutre de toi, machin, ceci. Tu vois, au quartier, les gens parlent un peu. Et quand tu entends comme ça, il vaut mieux de garder tes enfants seuls au lieu d'aller demander l'aide. Non, et là, aujourd'hui, sur ce plateau, je le disais tout à l'heure, là, c'est le complément d'études ou bien l'école de la vie. Aujourd'hui, vous êtes face aux personnes actives au sein des départements dont nous parlons. Et on espère que vous, ce que vous avez entendu, pas ce qu'on raconte au quartier. Parce que vous avez touché du doigt, vous leur direz que moi, j'étais dans une émission à Gabon Première, j'ai rencontré le directeur des affaires sociales, j'ai appris que ça. J'ai rencontré Mme Micheline Koumba qui m'a dit, je ne savais même pas qu'il y avait le ministère de la Femme. Donc, il faut toujours aller toucher du doigt. Parce que là, comme on le dit vulgairement, c'est le Congo, ça. Et vous vous rendez compte qu'il y a toujours des opportunités pour vous. Ça dépend de vous, comme le rappelait M. Moulungi, ce n'est pas si l'État veut. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Mais l'État met en place des mécanismes, met en place des structures pour venir en aide aux gens dans tel ou tel domaine. Dans votre cas, vous êtes concerné par 2 ministères. Commencez déjà par aller les identifier, leur rendre visite et savoir qu'est-ce qu'ils font. Mais vous êtes vraiment un cas qui touche à beaucoup de pans. Monsieur Moulungi. Oui, je vais peut-être rebondir, je vais peut-être revenir vers la sœur Catherine. Elle disait qu'elle avait à son actif des enfants... jumellaires non, pas jumellaires, des enfants mineurs. Il y en a combien dans la famille aujourd'hui? Une seule. Une seule seulement. Elle a des soucis particuliers?
Non. Elle est Ça va, scolarisée. elle va à l'école Elle sans va à problème. l'école, oui. D'accord. Il faudrait que, maman Catherine, aujourd'hui, tu saches que l'État gabonais met vraiment en place des mesures d'accompagnement des personnes vulnérables. Tout à fait. Je ne parle pas seulement des personnes économiquement faibles, Faibles. mais des personnes vulnérables, toute vulnérabilité confondue. La généralité. Vous comprenez? Et il y a des lois qui accompagnent ces mesures d'accompagnement-là, pour me répéter. Et comment vous faites pour vous occuper de votre Dernier enfant. dernier enfant? Je m'occupe de ses frères. Vous faites comment? Ce sont les frères qui s'occupent de Oui, ces frais de moi-même, je scolarité. partais l'accompagner à l'école. Quand on était à lui, on était à côté. Comment faites-vous pour vivre? Vous n'avez pas, vous soignez les gens. On a compris que c'est au petit bonheur la chance. Comment faites-vous pour la vêtir? Vous trouvez les moyens où pour vous occuper? Même au niveau de d'elle? l'alimentation aussi. L'alimentation. le transport, Transport. Comment vous faites, maman? l'éducation. L'éducation. L'éducation, les enfants donnent les premiers, l'autre envoie 10 000 pour le taxi. Parce que mon fils, là, je garde son fils à la maison. Donc l'alimentation, comme le mois est fini, on remplit le congélateur. Ce sont vos enfants qui remplissent. Ce sont les mais, enfants. mais vous-même, Je n'ai rien. Et vous ne faites rien en dehors des soins que vous, Rien, vous je ne fais prodiguez rien. et si aux vous, personnes qui et cherchent si les vous enfants. pouviez faire une activité en dehors de... De- Vous reviendrez au féminin, hein, parce Oui. qu'on va parler Non. des Gabonaises du silence qui soignent, qui ne sont pas connues. Mhm. On ne parle pas de ça aujourd'hui, mais Madame Kumba Eman, elle a un don. Elle soigne des gens avec les herbes. Mais maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce que vous savez faire? Parce qu'on parle des L'activité activités génératrice de de revenus. Est-ce que vous faites de la couture? Est-ce que vous faites du L'agriculture. commerce, l'agriculture? Vous êtes familière, vous touchez les herbes? Voilà. Moi, je n'ai jamais travaillé, mais planter. Je sais bien planter parce qu'on a notre zone, notre village, c'est à Meillan. C'est pour Et notre vous papa. commercialisez ça. Oui, on vend, oui. Mais vous Et ça savez, marche est-ce que vous savez qu'il existe des techniques d'accompagnement justement pour vous aider à mieux cultiver et pour que vous puissiez faire germer et ouvrir une activité génératrice de revenus sur la base de la culture, de l'agriculture, je vais Oui, dire. oui. Je ne savais pas tout ça. Et moi, je voulais également poser une question, maman Catherine. Est-ce que maman Catherine, est-ce que vous êtes prête à exercer une autre activité en dehors de ce que vous faites? Parce que il faut, si vous n'êtes pas direct avec nous, c'est pas évident. Mon frère Moulungi, Oui, maman Catherine. même s'il y avait le travail, D'accord. je travaille. On me demande de faire ça, je fais. Parce que j'ai les enfants. Je suis d'accord. Je ne peux pas rester comme je ne sais pas. Tout à fait. Et j'attends tout avec Donc vous les êtes enfants. prête à mener une activité génératrice de revenus. Oui, oui. Laquelle? Laquelle? Je peux dire comme quoi? Un travail ou bien commerce. C'est ça. Et alors, je sais que c'est un peu tabou. Quand ça dit tabou, ça dit qu'il ne faut pas trop évoquer ça. On fait 19 enfants avec le un même homme, votre premier homme. Comment on arrive à 1, 2, 3, 4 sans que l'homme ne vous épouse? Ça là, on ne peut pas Ça, parler c'est ça sans dans le s'interdire. plateau. D'accord. Ça, D'accord. Oui. C'est intime. c'est intime. D'accord. Parce que, Non, ça va. Allez-y, Oui, je ça ne peux va. pas. Donc, je suis... Monsieur Moulungi, Oui, non, touchez là un peu, oui. touchez là, parce Non, que non, là, elle est émue. Donc, pas de je problème. ne peux pas... Ça, c'est Vous très ne pouvez bien, pas oui. parler de Oui, ça. oui. Vous comprenez, donc elle ne peut pas parler de Oui. ça. Et ça fait partie du poids de la tradition. Exact. L'omerta. L'omerta de la Parce que tradition, la c'est culture. pour ça. On souffre. C'est l'homme qui doit quitter, qui doit rester chez moi. Moi, aller, jamais. Bien, l'homme m'épouse, il m'amène. Non, je n'ai pas part. Pourquoi? Ah bon? Non. Comment? C'est que... Abandon. Sinon, c'est pas bon, je ne peux pas dire. Vous me direz si j'ai compris, ce n'est pas vous qui le dites. Vous avez été initié Jamais. par votre grand-mère. Non, Quand- je ne suis pas initiée. Non, quand je dis Non, initié, initié au à la soin, pratique. Oui, à la Voilà. Votre grand-mère, quand on écoute un peu votre histoire, vous étiez un cobaye pour elle. Elle testait les médicaments à travers vous et vous faisiez des enfants. Et je soupçonne
que là où elle vous a laissé, chez les femmes, on dit à Tobenam. C'est-à-dire que tu gardes le village. Donc, je détecte que vous êtes une gardienne du temple. Et qu'il n'y a que l'homme qui doit venir vers vous et pas vous. Et si ça se trouve que l'homme en venant, il peut être titillé, embêté par ce que vous avez. Tout à fait. Voilà. C'est pas vous qui Donc l'avez vous dit. justifiez aisément le départ du papa de vos enfants? Oui, mais c'est à cause de ça que... Donc, parce que si nous en tant qu'accompagnateur social, hein, on est prêt à demander à ce monsieur de prendre ses responsabilités par rapport aux enfants qu'il nous a fait, qu'il nous a laissés. Mais si vous-même vous justifiez son départ, comment voulez-vous qu'on lui revendique quoi que ce soit? Non, je vous ai dit que non, parce que moi-même je connais. Ah, ok. Donc, on vient de comprendre, mais vraiment avec elle, là, on pourrait faire d'autres émissions. Ces femmes gardiennes du temple, qu'est-ce que ça donne? On a des cas comme ça c'est un témoignage. Elle est consciente, elle a accepté. Quand je disais initiation, on le lui a transmis, vous n'avez pas choisi. Mais c'est votre grand-mère qui a décidé ainsi. Il y a des femmes comme ça. Aujourd'hui, elles soignent des gens. On pourra en reparler parce que peut-être pour que vous meniez à bien ce qu'elle n'a pas pu faire. Mais aujourd'hui, on s'intéressait. Vous êtes, quelque part, c'est un genre d'hommage qu'on veut vous rendre. Parce que j'ai vu M. Moulungi qui disait que c'était une première. Oui, oui, c'est une première. Je voudrais peut-être revenir sur le départ du monsieur. En fait, il ne faut pas que ça soit un alibi pour le monsieur. Certainement, il va nous écouter, il va nous suivre. Il ne faut pas, quel que soit le problème qu'il y a eu avec cette dame, avec Maman Catherine, il a le devoir, l'obligation d'accompagner ses enfants. Et ça, les textes en fait sont clairs. Quel que soit le problème qu'il a eu, s'il est parti pour alivier parce qu'elle aurait hérité de sa grand-mère, oui, pas de souci. Mais les enfants n'ont pas demandé en fait, à venir au monde. Ces enfants ont le droit de voir leur père. Ces enfants ont le droit de bénéficier de l'accompagnement de leur père, la chaleur de leur père. Et ça, c'est la loi qui le dit. Elle est imparable. Vous savez, donc, on peut bien poursuivre ce monsieur. On peut bien commencer à attirer son attention afin qu'il puisse prendre en fait ses responsabilités. Qu'on justifie l'abandon du foyer conjugal. Voilà, tout à fait. On abandonne l'abandon de la famille. Parce que ça, c'est un abandon de sa famille. Tout à fait. Il a l'obligation de nous accompagner dans l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants qui sont déjà en train d'arriver. 12, c'est déjà une autre famille. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, Maman Catherine, vous avez votre pouvoir initiatique qui dérange sûrement notre papa. C'est pas grave, mais papa, il doit être là pour nous aider à élever nos enfants. Nous sommes d'accord. Mais en plus, je vous dis, et je reviens encore là-dessus, quand on vous dit au quartier, le Congossa, comme a dit M. Moulungi tout à l'heure, Madame dira, le Congossa du quartier, qui ne risque rien n'a rien. L'État gabonais est là pour accompagner des personnes. Et après, au-delà même de l'État gabonais, il y a même les organisations de la société civile qui font dans l'accompagnement des mères de familles nombreuses. Des mères des familles nombreuses, des personnes handicapées. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de personnes vulnérables qu'il y a des entités qui existent, qui nous suivront aujourd'hui, qui peut-être vont même essayer de nous contacter pour savoir comment faire pour vous joindre et pouvoir vous apporter leur accompagnement. Ne dites pas qu'on va vous donner 25 000, c'est déjà 5 francs. Hein? Oui, c'est pas mal. Le million commence par le centime. Mais oui. Allez vers le ministère, Affaires sociales, promotion de la femme, famille, vous aurez des mesures d'accompagnement par rapport à nos enfants. Et même nos filles là, qui commencent à nous faire des enfants, il faut les sensibiliser. Hein. La vie de concubinage, ce n'est pas une vie... La vie de concubinage n'est pas toujours facile, mais il faut le vouloir. Alors, nous allons marquer une dernière pause, M. Moulungi, Maman Catherine, Micheline. Et au sortir de là, vous allez donner des conseils. Et nous sommes rendus au conseil pratique. Nous allons commencer avec Catherine Kumba Eman, qui a 19 enfants. Vous allez donner des conseils aux femmes qui sont comme vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez 19 enfants? Pourquoi pas, j'ai fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui partent en mariage, qui ont des problèmes d'enfanter, parce qu'ils utilisent les produits pour avorter.
Après, quand ils prennent certain âge, ils commencent à dire « Oh, ma maman m'a gaspillé le ventre ». Alors qu'ils oublient qu'ils ont bu n'importe quoi pour avorter. Alors que l'enfant dure au ventre, l'enfant ne dure pas dehors. Donc moi, je les conseille de faire des enfants, de ne pas avorter et doivent accoucher. Parce que quand ils auront certain âge, ils n'auront pas quelqu'un à aller puiser l'eau ou les garder. Moi, aujourd'hui, mes enfants s'occupent de moi. Si je ne les avais pas, je devais faire comment pour vivre? Ce cas d'école, qu'est-ce que ça vous a inspiré que vous avez envie de dire? Ce cas d'école nous interpelle toute la prise en charge des familles vulnérables. Oui, la prise en charge des familles nombreuses et surtout vulnérables parce que souvent, comme elle disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus en tant que tel. Et je demande aux mamans démunies de se rapprocher des institutions requises pour pouvoir les aider dans l'éducation, dans la prise en charge de leur famille. Non seulement pour elles-mêmes, mais pour leurs enfants et pour un meilleur avenir. Comme je disais tout à l'heure, pour le bien-être des uns et des autres. Un enfant a droit à la scolarisation, un enfant a droit à la santé, un enfant a des droits qu'il doit connaître. Mais si la maman elle-même ou le parent lui-même ne les connaît pas, ce n'est pas bon. D'où l'intérêt de se rapprocher des organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits des femmes, pour la protection de l'enfance, de se rapprocher du ministère en charge des questions sociales, du ministère en charge des questions de femmes et de l'enfance, pour qu'on puisse les orienter et leur donner une ligne de conduite de manière à ce que la famille puisse évoluer correctement. Faire plusieurs enfants, ce n'est pas un crime. Mais les faire, il faut savoir les entretenir et leur préparer un avenir, un bel avenir. Voilà un peu le conseil que je donnerais à nos jeunes sœurs aujourd'hui et même à nos mamans qui existent, qui ne savent pas qu'il existe des mesures d'accompagnement pour les personnels, pour les personnes démunies. D'où je remercie l'émission Au Féminin aujourd'hui, Madame Lira, de nous donner la parole pour interpeller non seulement les concitoyens, mais également la haute administration pour la prise en charge des personnes vulnérables. Qu'est-ce que je pourrais dire à ma sœur, Maman Catherine, c'est ça? Le poids de la tradition ne doit pas avoir de l'emprise sur ce que l'État peut vous offrir comme prestation, comme droit. À vous entendre parler, on avait l'impression comme si vous aviez tout abandonné au profit de la tradition. Cette tradition, en fait, aujourd'hui, qui vous a aidé à élever ses enfants, à éduquer ses enfants, en fait, seuls. Et même à détruire votre foyer, parce que quand on vous a entendu parler, le monsieur est même parti, parce qu'il y aurait peut-être en fait des dessous, on ne va pas rentrer dans le détail. Un tout petit peu. Mais n'oubliez pas, comme disait encore Mme Otunga, l'État est là, le gouvernement est là. On a mis des mécanismes. C'est dans vos droits les plus absolus. Il faut les revendiquer. Un enfant qui a le droit d'aller à l'école, vous n'allez pas le garder parce qu'en fait, les aïeux ont dit qu'il ne va pas aller à l'école. Il va aller pêcher ou il va aller faire la chasse. C'est un droit d'aller à l'école. Il faut que cet enfant aille à l'école. Le conseil que je peux vous donner, c'est celui-là, c'est d'aller vers les administrations. C'est vrai que nous aussi, nous avons un rôle en fait à jouer, comme ce que fait Mme Dira avec le plateau, c'est de sensibiliser davantage. Parce que beaucoup aujourd'hui ne sont pas informés de ce qui se passe dans une administration. C'est aussi notre rôle de le faire. Mais vous aussi, c'est votre rôle d'aller vers l'information, de savoir normalement ce qui vous revient en fait de droit. Okay. Et à nos sœurs, faire un enfant, comme je le disais tantôt, est un don de Dieu, est une grâce. En faire plus, c'est un gros avantage. Mais faudrait-il encore chercher à mettre les moyens afin de bien les élever, les éduquer, dans l'intérêt de la nation. Merci. Pour les papas qui pourtant savent que l'enfant n'a jamais demandé en fait à venir au monde, mais prennent leur clic et leur claque, laissent parfois ces femmes seules, vulnérables, à élever les enfants seuls. Je vous tends la perche. Et là, je tends également la perche au gouvernant. Il faudrait prendre des mesures assez draconiennes face à ces personnes. Parce que chaque jour, je suis à la Direction générale des affaires sociales, nous recevons chaque jour des mamans qui viennent se plaindre. Abandonnées.
parce que l'enfant a été abandonné. Parce que papa, soi-disant, parce que la maman ne l'a pas aimé, il va jeter le dévolu sur l'enfant. Mais l'enfant n'est pour rien. Et même parfois, quand nous référons le dossier au niveau du greffe civil, c'est dommage qu'on n'a pas de retour. On aurait bien souhaité en fait avoir le retour pour savoir mais quels sont devenus ces dossiers? Quelles sont les mesures qu'on a eu à prendre? Parce que beaucoup parfois même bafouent les décisions que nous prenons ou parfois les procédures que nous prenons dans l'intérêt supérieur en fait, de l'enfant. Beaucoup les bafouent parce qu'il n'y a pas fait des résultats. Il est temps pour nous de se lever. Il est temps pour nous de tendre la perche à tout le monde, tous ceux qui sont vulnérables dans l'intérêt de la nation. Voilà ce que j'avais à dire, Madame Dira. Merci, Monsieur Serge Anissé Moulungui. Vous aviez fait des études de philosophie, mais là, j'ai eu l'impression que c'était une prêche que vous nous faisiez, mais une bonne prêche. Vraiment, on en parle. Madame Catherine Koumba-Eman, vous êtes venue aujourd'hui suivre un cours sur un plateau de télévision et qui va certainement aider votre famille aussi, vos enfants et petits-enfants, et tous ceux et celles qui nous suivent, qui parfois ne connaissaient même pas l'existence de ces ministères dont on parle, mais également on a pu voir le poids de la tradition, parce qu'il y a des choses qui se passent inexpliquées. Comment faire? Mais là, ce sera un autre débat. Le temps pour moi de vous remercier. Merci. Madame Catherine Koumba-Eman, merci d'être venue vous mettre à nu pour aider vos semblables. Monsieur Serge Anissé Moulungui, vous voyez que ça s'est bien passé. Merci. Voilà. Et que dire de Micheline Georgina Otunga qui est venue enfin sur le plateau de Féminin. J'espère que ce ne sera pas la dernière parce qu'elle me donne des mots de tête pour la voir. Personne ressource, on n'a pas le choix que de pouvoir... Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne toujours avec le même entrain, au Mina Hotel qui nous accueille et vous à la maison qui nous recevez sans rendez-vous. Nous vous retrouverons dans 15 jours, mais avant de terminer, permettez-moi, nous sommes en période des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Très rapidement, juste en un mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Je vais dire quoi? De trouver un travail, génératrice, oui, une activité génératrice de revenus. C'est ça. Voilà. Monsieur Anissé Serge. La santé pour être toujours au service des professionnels voilà, de la jeunesse. c'est ça. Tout ce que vous La santé. La même chose, une bonne santé. Le vœu de 2026, dans le monde social, je dis vraiment la santé pour pouvoir être au service du monde, dans le monde social, dans le domaine social. Voilà. Faites don de vous. Nous, à Gabon Première, on fait don de nous. On vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes, une bonne année 2026. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive entre-temps chez vous, gardez le sourire. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.